d'heure en heure, évolue et nous place devant des responsabilités, devant des rendez-vous que nous ne pouvons pas éluder. Hier encore, nous en étions au choc qu'a constitué pour beaucoup d'entre nous l'épisode du rendez-vous dans le bureau ovale de la Maison-Blanche entre le 47e président des États-Unis, M. Trump, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Nous avons tous, je crois beaucoup de Français, et même une majorité de Français, ressenti la manière brutale et méprisante avec laquelle le président des États-Unis a traité le président d'Ukraine comme une offense à une certaine idée que nous nous faisons du respect entre États, entre responsables d'État, et aussi du respect de principes et de valeurs auxquels nous sommes profondément attachés et auxquels nous pensions que les États-Unis, notre allié depuis la Seconde Guerre mondiale, étaient aussi profondément attachés que nous le sommes. Ça a été très douloureux pour beaucoup de nos concitoyens, une prise de conscience, avoir abandonné, y compris dans le langage et le raisonnement, la solidarité avec l'Ukraine qui se bat pour sa survie et pour nos principes de droit, avec déjà quelques 100 000 morts, avec des centaines de milliers de blessés, avec, on a peine à l'évoquer dans un discours officiel, avec 20 000 enfants qui ont été déplacés pour que soit changée par l'influence leur identité d'Ukrainiens, qu'elle soit abandonnée. Cette déportation est pour nous un crime contre l'humanité. Et enfin, le nombre, les centaines de milliers d'Ukrainiens, de femmes et d'hommes qui ont été déracinés et au fond qui sont le visage de tout un peuple qui souffre. Et l'Ukraine souffre pour une raison extrêmement précise et datée, le 24 février 2022. Les forces armées de la Fédération de Russie ont été jetées sur l'Ukraine en vue d'annexion et en vue d'écarter les responsables publics que le peuple ukrainien s'est choisi et qui font preuve d'un héroïsme tout à fait remarquable. Et j'ai dit à l'Assemblée nationale hier, je veux dire devant le Sénat aujourd'hui, à quel point nous avons été admiratifs et nous nous sommes sentis solidaires devant l'attitude du président Zelensky qui a refusé de plier devant l'intimidation. À cet instant, il a été le visage de l'Ukraine, le défenseur de l'honneur de la démocratie, et il portait en même temps une partie de notre honneur européen. Le président Zelensky a honoré la mission qui est la sienne et nous nous sommes sentis profondément solidaires avec son refus de se plier à ses injonctions. Il y avait eu bien des signes avant-coureurs, avant que se produise ce rendez-vous de vérité et de dévoilement des intentions du président américain. Il y avait eu d'abord bien des rodomontades, l'annonce qu'il pourrait régler le conflit ukrainien en un jour par un claquement de doigts. Il y avait eu des déclarations extraordinairement inquiétantes à l'égard du droit des nations, avec l'affirmation qu'il pourrait annexer le canal de Panama, que les États-Unis pourraient se rendre maîtres du Groenland,
que pourquoi pas le Canada devrait être à son tour intégré aux États-Unis, et enfin que Gaza pourrait être mise sous contrôle de l'administration américaine. Au début, on a cru que c'était des rodomontades, et puis on s'est aperçu ensuite qu'il arrive très souvent dans ce type de responsabilité politique, dans ce type d'outrance et dans ce type de transgression, que les rodomontades se transforment en actes. Et on a vu très vite un changement incroyablement inquiétant et extrêmement profond de la diplomatie américaine, puisque la semaine dernière, aux Nations Unies, les États-Unis ont voté avec la Russie et la Corée du Nord pour repousser une résolution dans laquelle était mentionnée la responsabilité de la Fédération de Russie dans la tentative d'annexion de l'Ukraine. Que les États-Unis refusent de nommer l'agression dont l'Ukraine est victime a été pour beaucoup d'entre nous une prise de conscience. Et puis, il y a eu ensuite l'agression dans le bureau ovale, et les mots que le président Trump a utilisés. Je vous rappelle la phrase la plus significative: « Trouvez un accord avec Poutine, autrement nous vous laisserons tomber ». Nation indépendante, souveraine, soumise à la pire des menaces, qui est une menace sur son existence même et qui est abandonnée par le pays qui fut le leader de l'Alliance des libertés. Ceci est pour beaucoup d'entre nous extrêmement violent. Et au fond, la question se résume assez simplement. Si la Russie arrête les combats, c'est la guerre qui s'arrête. Si l'Ukraine arrête les combats, c'est l'Ukraine qui disparaît. Cette réalité si lourde et si choquante, il est très important qu'elle soit rappelée aujourd'hui devant le Sénat de la République. Et enfin, cette nuit a été annoncée une décision que beaucoup redoutaient, mais dont chacun voit les implications, l'annonce que les États-Unis stoppaient désormais les livraisons d'aide à l'Ukraine. Car le mot de suspension ne trompe personne. La suspension dans la guerre de l'aide à un pays agressé, ça signifie qu'on abandonne le pays agressé et qu'on accepte ou qu'on souhaite que son agresseur l'emporte. Ceci est évidemment pour la France et pour nous tous et pour les Européens et pour tous ceux qui sont attachés aux libertés et aux droits, pour ceux qui sont attachés à la Charte des Nations Unies par exemple. C'est évidemment absolument insupportable. Et que ce soit un pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire garant de l'ordre international que les Nations Unies incarnent, qui ait décidé de se lancer dans ce type d'agression, c'est évidemment quelque chose qui profondément remet en cause tous les cadres de ce que nous avons cru depuis la guerre, voulu depuis la guerre et construit depuis la guerre. Alors, cette alliance que nous avions construite autour des États-Unis, c'était, comme énoncé dans la charte, c'était la primauté du droit au lieu de la violence. Je cite presque exactement la Charte des Nations Unies. C'était le refus de la violence pour régler les conflits, et c'était le droit du plus juste contre le droit du plus fort. C'est ce monde-là que nous avons abandonné pour entrer dans un autre monde où, au fond, les principes sont abandonnés, et cet abandon des principes menace l'existence même des relations internationales telles que nous les avons voulues et construites. C'est vrai pour la guerre en Ukraine, mais c'est vrai aussi dans les relations commerciales, économiques, dans l'idée que nous nous faisons du multilatéralisme, du fait que les grands ensembles du monde participaient ensemble et à un égal degré de responsabilité
participaient ensemble à la définition d'un ordre du monde respectueux de ce que nous avons voulu et construit ensemble. Et devant cette incroyable agression, ce changement de cet abandon des principes et ce changement de l'ordre du monde, alors beaucoup d'entre nos concitoyens se trouvent désespérés. Et le message et la vision du gouvernement, c'est que nous ne pouvons pas désespérer. Et d'abord parce que nous sommes la France et que nous sommes l'Europe. Et nous sommes l'Europe, ça signifie que contrairement à ce que nous croyons ou à ce que nous laissons croire, nous sommes non pas faibles, mais forts. Si l'on compare la capacité de l'Union européenne et la capacité de la Russie, et même des États-Unis, nous sommes 450 millions d'habitants dans l'Union européenne, et en ajoutant les habitants du Royaume-Uni, nous sommes 520 millions. Et la population russe, c'est 145 millions. Si l'on compare les PIB, le produit intérieur des deux ensembles, alors on s'aperçoit que l'Union européenne, c'est 17 000 milliards et que la Russie, c'est quelques 2 000 milliards. Si l'on compare les arsenaux, alors on découvrira que sous les armes européennes, c'est 2,6 millions de soldats, que c'est le double, plus du double de ce que peut aligner la Fédération de Russie. Si l'on regarde les avions, nous avons 15 000 aéronefs. Je parle sous le regard du ministre de la Défense qui peut confirmer ces chiffres. Nous avons 15 000 aéronefs alors que la Russie en a quelque chose comme 9 000, comme 5 000. Et si l'on compare les pièces d'artillerie, nous en avons 15 000 et la Russie moins de 10 000. Nous ne sommes pas déséquilibrés. Simplement, cette force-là, nous ne la mobilisons pas et nous ne savons pas qu'elle existe. Nos concitoyens pensent que nous sommes désarmés. Et je crois le contraire. J'ai en mémoire un événement de cet ordre qui dit à peu près la même chose lorsqu'a été proposé à la signature le traité de Rome, lorsque le général de Gaulle a été élu président de la République. Une partie des siens qui n'aimaient pas le traité de Rome en a apporté le texte au nouveau président de la République, au général de Gaulle, en lui disant qu'il fallait y renoncer. Et le général de Gaulle a pris son stylo et en marge du traité de Rome, en face de cette proposition de dénoncer le traité, il a écrit de sa main « Non, point, ils sont forts, mais ils ne le savent pas ». Et ce que le général de Gaulle avait comme vision de son peuple, du peuple dont il avait la charge, nous devons l'avoir aussi pour l'Union européenne. C'est notre force que nous ignorons. Et c'est à l'influence de cette force que nous renonçons. Oh, il y a un très gros travail à construire pour que cette Union européenne fasse entendre ce qu'elle est, ce qu'est sa volonté, ce que sont ses principes. Mais ceci, mesdames et messieurs les sénateurs, ceci est une heure de vérité. C'est le moment où nous devons dire non seulement ce que nous allons faire, mais ce que nous sommes. J'ai repris assez souvent l'idée que la question qui se posait à l'Europe, c'est la question du dramaturge, to be or not to be. Être ou ne pas être, c'est notre question. Et nous avons choisi, nous, qui avons participé par les mouvements divers qui sont rassemblés sur la majorité des bancs de ce Sénat, nous avons choisi que l'Union européenne soit et qu'elle soit forte. Alors les questions qui se posent maintenant, elles sont de plusieurs ordres hiérarchisés dans le temps.
Le premier de ces ordres, c'est la question de l'urgence. L'arrêt des livraisons américaines a plusieurs conséquences ou risque d'avoir plusieurs conséquences sur les forces armées ukrainiennes. Risque de les mettre en grande difficulté du point de vue des munitions, risque de les mettre en grande difficulté du point de vue du renseignement, risque de les mettre en grande difficulté, je m'exprime de manière allusive, sur les questions de connectivité, les met en difficulté sur les questions logistiques, peut les mettre en difficulté sur les questions de la formation pour l'extension du modèle d'armée dont l'Ukraine peut avoir besoin. Notre responsabilité d'Union européenne, notre responsabilité de pays amis de l'Ukraine, c'est d'être capable de se substituer le plus rapidement et le plus efficacement possible aux livraisons américaines de manière que l'Ukraine ne soit pas contrainte de craquer. Pour nous, c'est un devoir de civilisation que nous avons à remplir. Ceci veut dire la mobilisation, et le ministre des Armées, naturellement, est en réflexion sur ces sujets, la mobilisation de nos moyens, la mobilisation de nos stocks, et des stocks, c'est de l'argent, la mobilisation de tous ceux qui peuvent apporter leur aide à un pays qui se trouve dans devant une si grave menace militaire. Puis nous avons ensuite un choix fondamental, c'est-à-dire davantage à moyen terme. Est-ce que nous sommes prêts à assumer nous-mêmes, Européens, la sécurité et la défense de l'Europe? Ceci est purement et simplement, je le disais, la question de notre existence. Et permettez-moi de dire, même si ça apparaît paradoxal, que c'est le sujet sur lequel je suis tout à fait prêt à accepter que la vision du président américain soit respectée et que nous en préparions l'échéance. Je pense qu'un continent, une union aussi riche et aussi capable d'armement que celle que nous avons a le devoir d'exercer elle-même sa sécurité. Elle n'a pas à s'en remettre perpétuellement à d'autres. Et ce que je formule ici, c'est le message qui a été au long des générations le message de la France. À partir du général de Gaulle et depuis 8 ans, à partir des interventions du président de la République française, le message a toujours été le même. L'avenir de la défense européenne, c'est en Europe qu'il se joue. Il nous appartient de dire et de savoir si nous voulons être fidèles à cette tradition française.